2005, lorsque l'ouragan Katrina s'abat sur la Nouvelle-Orléans, détruisant tout sur son passage, l'Amérique découvre brutalement que le dérèglement climatique est tout sauf un fantasme. C'est une catastrophe aux conséquences dramatiques qui tue de façon massive. Inondations au Mozambique en 2000, canicule en Europe en 2003, sécheresse extrême en Australie en 2006, cyclone à répétition dans les Caraïbes, les avertissements se multiplient. Face à l'ampleur des dégâts, les jurés du prix Nobel de la paix envoient un signal fort en 2007. Ils récompensent ceux qui se battent pour attirer notre attention. Le professeur Pachauri, à la tête de la centaine d'experts internationaux, a démontré scientifiquement la réalité du réchauffement climatique. Il partage le prix avec Al Gore, l'ancien candidat à la présidence des États-Unis, qui a su, dans le film Une vérité qui dérange, alerter sur l'ampleur du danger. One could see that the world would take climate change a little more seriously, because this was not the Nobel Prize for chemistry or physics or anything. It was the Nobel Peace Prize. And therefore, I think the Norwegian Nobel Committee clearly signaled the link that they saw between peace and climate change. Aujourd'hui, nous savons tous que les grands équilibres planétaires sont menacés. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Pour le comprendre, il faut remonter le fil du temps et raconter les catastrophes environnementales qui ont ébranlé le monde, autant d'alertes qui ont réveillé nos consciences. La première catastrophe écologique frappe Londres pendant l'hiver 1952. Elle va faire des milliers de victimes. In Britain, weather always makes news. If it isn't a blizzard, it's fog. Perhaps it means a good summer to follow. Perhaps. Meanwhile, the beastly stuff gets right into you. Can't see. Can't breathe. En ces premiers jours de décembre, personne ne connaît la cause de l'étrange purée de poids qui s'abat sur la vallée de la Tamise. Mais une chose est certaine, on n'y voit pas à 1 mètre. David Attenborough, grand spécialiste de l'environnement, commençait sa carrière de journaliste dans la capitale londonienne. I remember very well getting out of the railway and having to feel my way up the hill and trying to read the names on the streets. Fogs in London were not uncommon. But what was appalling about this was that it was not white, it was yellow, it was a dirty yellow, and it made you cough. And the doctors were reporting that people with breathing problems were in danger of losing their lives as a consequence of this. And that was when we realized that something dreadful was happening. Face à ce brouillard toxique, les Britanniques s'organisent. Partout, au coin des rues, on vend des masques que l'on espère protecteurs. Peine perdue. Le brouillard tue 4000 personnes les 5 premiers jours et 8000 les semaines suivantes. Cette première alerte écologique n'est pas le résultat d'une fatalité, mais d'un choix économique. En cette période de développement industriel, l'Angleterre exporte son meilleur charbon et garde celui de mauvaise qualité pour les besoins du royaume. Ce charbon, utilisé pour les usines comme pour les besoins domestiques, dégage en brûlant une poussière noire qui laisse des traces partout. On ne s'en soucie pas, jusqu'à ce que la rigueur de l'hiver 1952 oblige les Londoniens à bourrer leurs poêles plus que d'habitude pour se chauffer. Dans la capitale, l'air devient soudain irrespirable et on découvre que la pollution a des conséquences dramatiques sur la santé des habitants. Même si on sait désormais que la fumée du mauvais charbon peut tuer,
les Britanniques vont devoir s'habituer pendant des années encore à vivre avec le smog, non sans humour. British Reserve is somewhat strained by an odd apparition on the streets of London, and puzzle stares continue even after the explanation leaks out. It's a smog mask. It's ingeniously adapted for the wearer's convenience. All the social amenities may be observed. Il faut attendre 4 ans après cette alerte écologique massive pour que les fumées noires soient interdites en ville. Grâce à la première loi de protection de l'air adoptée en 1956, on respire de nouveau normalement à Londres. Industrie en ville et utilisation d'un combustible toxique d'un côté de l'Atlantique, foi aveugle dans le progrès technique de l'autre côté de l'océan, c'est une pollution chimique qui menace les Américains au cours des années 50. Le DDT, utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre les insectes, vecteurs de maladies, vient d'être adopté par le département de l'agriculture. Les films de propagande le disent, c'est l'insecticide miracle. Because we're fighting a total war, a search for a more powerful insecticide was imperative. The answer to the quest was found in DDT. DDT affects the nervous system and motor coordination of the insect. Then in sequence follow restlessness, tremors, convulsions, paralysis, and death. Dans la course au rendement, l'efficacité du DDT permet de rêver d'une agriculture sans insectes. L'aspersion systématique des terres agricoles est une promesse de récolte toujours plus abondante. Et ça marche. Les supermarchés américains regorgent de fruits et légumes bourrés d'insecticides, mais superbes. L'Amérique conquise étant le domaine d'action du DDT. Après avoir aspergé les champs, on asperge le bétail, puis les hommes. Alors que l'Amérique semble disparaître sous un nuage de DDT et autres pesticides, une voix s'élève pour dénoncer les dangers de cet usage inconsidéré. Écologiste avant l'heure, la biologiste Rachel Carson est la première à tirer la sonnette d'alarme. Elle démontre que les pesticides imprègnent l'air, l'eau et les sols des années après leur aspersion. Si l'on n'y prend pas garde, conclut-elle, le chant des oiseaux ne sera qu'un lointain souvenir et le printemps deviendra silencieux. Printemps silencieux, c'est le titre du livre qu'elle publie. Dès sa parution en 1962, il fait l'effet d'une bombe. When Rachel Carson's book came out, I was in the U.S. Department of Agriculture and was in a position to see the effect of her thinking as it affected the various activities of the Department of Agriculture. And the initial reaction of the scientists and the bureaucracy, for most of them, was one of criticism, because it sort of threatened their model. Les lobbyistes, industriels et membres du département américain de l'agriculture ripostent aussitôt. Ils embauchent le Dr White, scientifique de renom. The major claims in Miss Rachel Carson's book, Silent Spring, are gross distortions of the actual facts, completely unsupported by scientific experimental evidence and general practical experience in the field. Miss Carson maintains that the balance of nature is a major force in the survival of man, whereas the modern chemist, the modern biologist, the modern scientist believes that man is steadily controlling nature. La violence des attaques de l'industrie chimique soucieuse de défendre ses intérêts profite au livre qui connaît un succès mondial. À la télévision américaine, Rachel Carson défend ses positions. Plus de 15 millions de téléspectateurs découvrent en direct que l'utilisation massive des pesticides est un enjeu de santé publique. We have to remember that children
born today are exposed to these chemicals from birth, perhaps even before birth. Now, what is going to happen to them in adult life as a result of that exposure? We simply don't know. Après l'émission, des milliers de lettres sont envoyées à la Maison-Blanche. Cette mobilisation inédite de l'opinion publique américaine est à l'origine de la première réglementation sur les pesticides. Elle est signée par le président Lyndon Johnson, 2 ans après la parution du Printemps silencieux, alors que son auteur vient d'être emporté par un cancer. By closing loopholes which permitted pesticides to be sold before they were fully tested, this bill safeguards the health and the lives of all Americans. I'm sorry that one voice which spoke so often and so eloquently for measures like this, the voice of Rachel Carson, is still today. She would have been proud of this bill in this moment. En réclamant que l'impact des produits chimiques sur l'environnement et la santé soit évalué, la biologiste Rachel Carson a introduit l'idée du principe de précaution. Cette recommandation reste d'actualité. On aura un premier inventaire sur les substances chimiques fait par l'Union européenne en 1981. Et c'est là on va découvrir, c'est une surprise totale, de voir que le nombre de substances qui ont été mises sur le marché est de l'ordre de 100 000. Et on découvre dans la foulée que 97% des substances n'ont pas fait l'objet d'une évaluation. Le coût humain est gigantesque parce que on ne peut pas expliquer autrement la progression des cancers, enfin qui est devenue la première cause de mortalité aujourd'hui. Donc on a une épidémie mondiale de cancer qui, pour une large part, est liée à cette politique tout à fait irresponsable. Ces politiques irresponsables qui ont négligé l'évaluation des risques sur l'environnement et sur la santé des populations ont une caractéristique commune partout dans le monde. Au nom du progrès, elles privilégient le profit immédiat sur l'intérêt public. On en trouve un des exemples les plus terrifiants au Japon durant les années 50. Avec une dimension supplémentaire cette fois, les conséquences dramatiques de la pollution seront volontairement dissimulées sous prétexte de développement industriel. Tout commence dans la baie de Minamata, une région qui vit traditionnellement de la pêche. En 1952, les chats, nombreux dans cette zone portuaire, semblent devenir fous. Agités d'étranges tremblements, ils abrègent leur souffrance en se jetant dans la mer. Personne ne prête attention au suicide des chats, jusqu'à ce que les mêmes symptômes se déclarent chez l'homme quelques années plus tard. Le professeur Harada a débuté sa carrière de médecin à Minamata. 何かをやろうとしても手がこう震えるし、何を言ってるかよくわからないし、それからよだれがどんどん出てるし、それからもうまっすぐ歩けないわけですよね。フラフラしてちょうど酔っ払ったような歩き方とかですね。Les manifestations de ce mal étrange sont terrifiantes. Convulsions, perte de la vision, de l'ouïe, de l'équilibre, atteinte irréversible du système nerveux, et pour les plus touchés, une atroce agonie. L'inquiétude augmente encore lorsque les mères donnent naissance à des nourrissons lourdement handicapés. Cette maladie inconnue, dont on ne guérit pas, se propage essentiellement au sein des familles de pêcheurs. Par crainte de la contagion, elles sont mises au banc de la société. Les soupçons se tournent vers l'entreprise chimique Chiso, principal employeur de la population locale, installée dans la baie de Minamata. Depuis les années 30, l'usine utilise du mercure comme catalyseur pour fabriquer du plastique.